Sur les différents objectifs, donc j'avais touché un mot tout à l'heure, notre conviction c'est que le content marketing agit sur plusieurs leviers e-marketing. Donc si on classe les leviers e-marketing de façon un peu originale, en se disant finalement j'ai une partie d'investissement, j'ai une partie de levier web marketing où j'ai du temps passé, et une partie qui est plutôt liée à des dépenses, on s'aperçoit en fait que le content marketing va toucher un peu de ces trois types de leviers. Pour la partie investissement, parce que oui, c'est sûr, produire des contenus, produire des vidéos, ça a un coût, au même titre que créer un site, etc. Sur la partie temps passé, parce qu'une fois que j'ai créé mon contenu, derrière, il faut évidemment le mettre à jour, évidemment faire attention à ce que ce contenu-là soit régulièrement, soit toujours à jour, et il faut faire des commentaires sur Facebook. Enfin voilà, il y a toute une partie du temps qu'on va passer qui va être sur la mise en œuvre de cette stratégie des contenus. Et sur la partie dépenses, parce qu'au fond, une fois qu'on a déjà passé beaucoup de temps à créer des histoires intéressantes, ce serait dommage de ne pas investir un peu en publicité, que ce soit en Facebook, AdWords ou autre, pour générer de l'audience et effectivement voir à quel point c'est intéressant et ce que vous avez produit est intéressant pour vos différents publics. Donc ça, derrière, sur les différents objectifs auxquels ça peut répondre, il y a donc vous faire connaître, faire acheter, fidéliser. Et en face, le marketing des contenus va se reposer sur un certain nombre d'éléments importants. Donc on a essayé de lister, d'être assez exhaustif derrière, pour vous dire qu'en fait une stratégie de contenu, c'est pas juste une solution toute faite qu'on achète sur une étagère, mais c'est bien un assemblage des différents éléments et qui sont différents d'une organisation à une autre. Que ce soit l'identité digitale ou l'ADN de marque qui peut être plus ou moins forte chez les uns ou chez les autres, que ce soit le positionnement, l'expérience client, la charte éditoriale et visuelle, il y a un certain nombre d'éléments qui existent, sans doute, ou qui sont peut-être à créer, ou en fait chez vous c'est pas très important, mais qui sont pertinents dans l'alimentation de cette stratégie de contenu. Donc ça c'est sur la partie ressources. Sur la partie process et support qu'il faut mettre en avant, pour ces différents éléments, pour mettre en place cette stratégie de contenu, il y a donc, encore une fois un certain nombre des aspects organisationnels, type le comité éditorial, la newsroom, des approches, des objectifs, des approches type brand content, visual content, storytelling, qui peuvent être des axes forts de différenciation pour vous. Et puis en termes de diffusion, eh bien, il y a toute la réflexion autour de où est-ce que je vais diffuser ces éléments-là, que ça peut être auprès d'influenceurs, auprès de réseaux sociaux, et toute cette partie-là, c'est vraiment le squelette de votre stratégie éditoriale, des ressources qui peuvent être déjà établies, qui existent déjà, des process qui sont mis en face pour permettre d'animer cette stratégie, et une stratégie de diffusion qui permet juste d'être en adéquation entre vos publics et ce que vous racontez. Juste un petit point d'attention, c'est qu'on peut raconter tout ça et dire que c'est super facile, en fait ça ne l'est pas exactement, et il y a forcément un effort de priorisation à faire une fois qu'on a identifié l'ensemble des possibilités. Donc cette phase de catégorisation et de priorisation, elle est vraiment nécessaire pour proposer un plan d'action qui soit sur 12 mois, 24 mois, la plus pertinente possible, et pas vendre par exemple en interne le fait qu'en 2 mois c'est bon, on va avoir notre stratégie de contenu. J'étais à une conférence à Genève, c'était super, on m'a tout expliqué, dans 2 mois c'est plié. Et il y a aussi des aspects budgétaires qui ne sont pas totalement négligeables. Donc ça c'est sur la partie vraiment définition de vos enjeux, etc. Et un autre élément c'est, une fois que j'ai défini ce que je voulais faire, comment est-ce que je fais pour définir combien ça me rapporte? Et comment est-ce que finalement, parce que c'est une question qui nous revient souvent en disant oui, bon, tout ça c'est bien beau, mais combien ça rapporte et comment est-ce que en interne finalement je fais pour vendre le projet. Donc on vous propose quelques clés sur la définition des KPIs. Alors juste pour info, on a une version beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée de ce qu'on est en train de montrer là. Donc normalement, si les choses sont bien faites, j'aurai votre nom à la sortie de la conférence. Mais si d'aventure vous êtes sûr que vous voulez l'avoir, vous pouvez passer à notre stand après pour nous laisser vos coordonnées, on vous l'enverra. Parce qu'on a essayé de faire un peu plus synthétique pour tenir dans le format des 3 quarts d'heure. Donc sur la définition des KPIs, ce qu'on a essayé ce qu'on essaye de proposer et ce qu'on a compris en fait de ce qu'il y avait à faire, c'était d'essayer d'isoler, de sortir un peu de la pression sur ok, j'investis 1 euro dans les contenus, mais ça me rapporte combien d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas exactement comme ça que ça doit être compris.
parce que un euro investi dans les contenus, ça peut apporter plusieurs types de bénéfices à votre organisation. Donc ça peut être des éléments de prise de connaissance, de visibilité, d'être connu. Voilà. Et donc ça, c'est des indicateurs très simples qui sont le trafic, le nombre de fois que c'est cité sur les réseaux sociaux, etc. Il peut y avoir aussi un effort de susciter l'intérêt de vos différents prospects, de vos différentes cibles. Et donc là, on va être plutôt sur des réflexions autour des leads générés, donc qui peuvent être sur est-ce que mes contenus sont plus ou moins intéressants aujourd'hui qu'avant. Typiquement, est-ce que j'ai plus de gens qui viennent lire les contenus, est-ce qu'ils passent plus de temps, est-ce qu'ils viennent plus souvent sur le site, ou l'inverse, est-ce qu'ils viennent au contraire moins souvent rebondir sur mon site. Il y a tous ces éléments-là en termes évidemment email généré quand on est sur des landing pages, etc. Mais vraiment cette notion de consommation des médias est essentielle, et finalement on est plutôt sur des logiques de KPIs comme peut le faire un magazine en ligne ou un quotidien en ligne. Donc ça, ce sont des éléments sur la partie, on va dire, un peu visibilité et intérêt pour votre marque et vos services. Il y a un élément sur, ça a suscité de l'intérêt, mais effectivement, est-ce qu'il y a eu une approbation réelle, donc un engagement encore plus fort. Donc ça peut être des achats, ça peut être des marques d'attention, des commentaires, des likes, etc. Et puis, est-ce que ces contenus-là, donc ça c'est le stade ultime finalement, c'est non seulement ils ont plu, non seulement il y a eu de l'adhésion, mais en plus ils sont utilisés et partagés, auquel cas on est plus sur une logique de finalement ces contenus, est-ce qu'ils sont vraiment relayés, est-ce qu'ils ont un impact au-delà de juste leur premier public. Donc là encore une fois c'est une version assez simple et encore une version plus détaillée là, mais ce qui est important c'est vraiment de réussir à comprendre que un contenu aujourd'hui n'est pas juste un aspirateur à chiffre d'affaires, mais va vraiment au-delà permettre d'engager vos différents publics avec votre marque dans éventuellement, comme on espère, une relation durable qui va au-delà du simple achat. L'histoire de 99 versus 1 au début. Alors ça c'est une liste de KPIs assez longue. Ce qui est important c'est évidemment de ne pas tous les faire et de ne pas tous les suivre, parce que là vous allez devenir des super fabricants de tableaux Excel que personne ne verra jamais, mais de bien choisir les différents KPIs qui sont importants encore une fois pour vous. Donc les raccrocher aux différents objectifs que vous pouviez avoir définis en amont. Également préciser à qui cette mesure est destinée. Vous n'avez pas du tout les mêmes informations à un DG qu'à quelqu'un qui s'occupe des emailing par exemple. Et puis aussi réfléchir un peu au message qui doit être passé par rapport à cette stratégie de contenu. Et un élément, j'en ai touché un mot tout à l'heure, qu'on ne mesure pas forcément, c'est l'impact qu'a une focalisation quelque part sur une stratégie de contenu. C'est un bénéfice pour à la fois une clarification des discours qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise. Ça peut être un élément de cohésion interne en termes de projet d'entreprise. Et donc il y a tout un tas d'éléments qu'on ne mesure pas du tout pour le coup en termes d'efficacité, de ressources humaines, de communication interne et de cohérence même de l'expérience client qui est proposée aux clients, qu'on ne mesure pas, mais dont on sait très bien, parce qu'on anime aussi des groupes de travail autour de ces sujets-là, où à la sortie de la réunion, on assemble des personnes qui ont une personne du service client, une personne de la direction de la communication, une personne des produits. À la fin de la réunion, elles ont appris des choses et elles ont acquis une nouvelle vision ou une vision commune de leur discours et de leur offre de services et de valeurs. Pour vous dire, on est même arrivé chez des clients assez importants en France, un peu connus, et qui n'avaient pas du tout de positionnement. Qui en avait un, c'est-à-dire que tout le monde était au courant du positionnement de la boîte. Ils disaient oui, non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les bricoleurs professionnels, les bricoleurs et les professionnels. Et puis, en fait, à force de se raconter ces éléments-là, on leur a proposé, écoutez, on ne peut pas commencer à produire des contenus si vous n'avez pas de charte vraiment de positionnement un peu écrite. Donc on a travaillé avec eux cette charte
de positionnement, et il s'avère qu'en fait, leur cœur de cible n'était pas du tout des professionnels ou des bricoleurs, c'était plutôt des personnes entre 45 et 55 ans qui habitaient en banlieue, etc. Donc, le fait de faire cette démarche-là, de se poser la question de qu'est-ce que je vais raconter à mes clients, forcément se fait poser un tas d'autres questions qui peuvent être autour des clients, qui peuvent être autour des axes de travail, des axes de travail de qualité, etc., qui font que cette démarche-là a vraiment du sens au sein d'une organisation. Et ça, pour le coup, c'est pas un ROI qu'on peut vous expliciter comme ça, mais il faut y penser et c'est loin d'être négligeable.